La dernière fois, on a abordé la question des kleshas. Et certains d'entre nous ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler des kleshas. Et en y regardant de plus près, eh bien simplement le terme de klesha est du sanskrit, alors que dans les kusen de Deshimaru, de Taisen Deshimaru, il les appelait les bonno, qui est la traduction japonaise. Mais ce qui est certain, c'est que les bonno apparaissent dans tous ses ouvrages et dans pratiquement tous ses discours et tous ses kusen. Deshimaru abordait régulièrement la question des bonno. Et je me souviens en avoir parlé longuement avec lui, d'ailleurs, dans son temple à Sekkyuji, au Japon, dans les années 75, par là. Ce qu'on appelle les kleshas, ce sont des perturbations mentales qui obscurcissent l'esprit et cachent la réalisation. C'est ce que moi j'appelais des pollutions. Mais le terme correct, c'est klesha ou bonno. Et ça inclut les émotions. Ils incluent les émotions négatives, comme la colère, l'avidité, la jalousie, la peur excessive, qui crée de la souffrance et surtout qui renforce l'illusion d'un soi séparé. L'impression d'un soi séparé, ce qu'on trouve dans les 5 skandhas. C'est donc un terme fondamental dans le bouddhisme, mais qui n'a pas la même conséquence pour les bouddhistes que pour les pratiquants du zen. Disons pour faire simple que ce sont des pollutions, tout simplement. Dans le bouddhisme, elles sont vues comme des obstacles majeurs dans la quête de la sagesse. C'est comme ce matin, on voyait la lune, ronde, très lumineuse, et il y avait des nuages qui passaient devant. Et c'est également l'image que j'ai prise pour le mois de janvier, cette lune qui symbolise le satori, qui symbolise les choses telles qu'elles sont, la réalisation, mais qui est cachée, polluée par les nuages qui passent devant. Cependant, alors toujours dans le bouddhisme, toutes les émotions ne sont pas forcément des kleshas. Là, je parle bien du bouddhisme. Et le bouddhisme donc classique reconnaît que certaines émotions peuvent être neutres ou même bénéfiques, ce qui n'est pas le cas du zen. Par exemple, les émotions comme la compassion ou la joie peuvent devenir des sources d'éveil lorsqu'elles sont comprises et intégrées correctement. Il y a même des processus de transformation des émotions perturbatrices. On utilise les émotions perturbatrices pour s'entraîner à soit les rendre plus fortes si elles sont considérées comme positives, soit pour les diminuer si elles sont considérées comme négatives. Mais si on veut les éliminer, ça passe évidemment par une observation claire et une compréhension de leur nature impermanente. Le zen, lui, par contre, adopte une approche plus pragmatique vis-à-vis des émotions. Il considère les émotions perturbatrices
tels que la colère, l'attachement, l'ignorance, comme des kleshas parce qu'elles nourrissent l'ego et maintiennent l'illusion d'une séparation. Mais à la différence du bouddhisme classique, le but du zen n'est pas d'éliminer les émotions, mais de ne pas s'y attacher, de ne pas s'identifier à elles. On voit donc qu'il y a deux attitudes différentes. Dans le premier cas, dans le bouddhisme classique, on cherchait plutôt à sortir des émotions, comme ce qu'on fait dans la psychologie ou dans la sophrologie, par exemple. Mais là, dans le zen, on n'élimine pas les émotions. Mais on considère qu'il ne faut pas s'y attacher, ne pas s'identifier. Dans cette approche zen, il ne s'agit pas de rejeter les émotions, mais de les noter simplement et de les laisser se dissiper naturellement, automatiquement, parce qu'on ne les entretient pas. Et de cette façon, les émotions naturelles, comme la tristesse ou la joie, ne sont pas forcément un problème en soi. Ce qui pose problème, comme d'habitude, c'est l'attachement ou l'identification à ces émotions, ainsi que l'incapacité de les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste des phénomènes passagers comme des nuages. Alors il y a aussi les émotions dites plus élevées, comme la compassion. En sanskrit, c'est karuna, ou la joie, mais elles sont vues comme des manifestations normales de la réalisation. C'est un peu comme les paramitas. Par exemple, pour la générosité, dans le bouddhisme, quand on démarre, en quelque sorte, il faut faire grandir ces paramitas. De la même façon, on peut considérer qu'il faut faire grandir la compassion ou la joie. Mais du point de vue du zen, il peut y avoir ces émotions, mais elles ont une autre nature. Elles ne sont pas avant l'éveil, elles sont après l'éveil, comme des signes de l'éveil, parce qu'elles ont transcendé l'ego. Ces émotions dites élevées ne sont possibles que lorsque l'ego n'est plus là. Alors que dans le bouddhisme en général, elles sont avant la réalisation. La petite compassion est un obstacle, mais la grande compassion dont nous parlons est une manifestation de l'éveil. C'est la même chose pour la générosité. S'en vanter ou s'en réjouir est un klesha, mais sa manifestation naturelle, allant de soi, sans intervention de la logique ou d'un résultat à atteindre, à ce moment-là, c'est un signe d'éveil. Mais ça ne va pas plus loin. On ne cherche pas à faire perdurer les signes d'éveil. La pratique de zazen permet aux pratiquants de voir leurs émotions sans y réagir impulsivement. Simplement d'observer la montée et la disparition de ces émotions sans se laisser emporter. Si l'on se sent dans un sentiment d'infériorité, par exemple, eh bien on observe le sentiment d'infériorité. Point. Si l'on est dans un sentiment d'orgueil, on observe ce sentiment d'orgueil. Pas plus.
la notion de shunyata, de vide, nous montre que les émotions, comme toute chose, sont impermanentes et dénuées de nature propre. Ce qui signifie qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, intrinsèquement. Et si elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, il n'y a pas création de problème. Ce qui les rend problématiques, c'est l'attachement et les jugements que nous leur portons. Voilà, c'est pourquoi dans cette optique, le zen ne cherche pas à supprimer ou à modifier les émotions, ce qu'on ferait dans toute autre école, par exemple, mais on les laisse passer sans les nourrir ni les réprimer. Voilà, ça c'est vraiment le sens du zen qu'on retrouve à chaque moment, c'est qu'on laisse passer les choses sans les nourrir ni les réprimer. Les instants, les moments sont parfaits tels qu'ils sont, et quelles que soient les émotions qui les animent. Alors il y a des approches plus analytiques sur les émotions. On en trouve beaucoup dans les traditions tibétaines, par exemple, ou chez les hindous. Mais ce regard particulier du zen se distingue, est différent, parce que dans le zen, on ne fait pas appel à l'analyse intellectuelle. Dans le zen, on met l'accent sur une prise de conscience immédiate à travers la pratique, à travers l'action. Il n'y a pas d'opposition entre bon et mauvais, entre bonnes et mauvaises émotions. Car l'ego et l'attachement, parce qu'on voit que l'ego et l'attachement sont les véritables causes de la souffrance. Ce n'est pas les émotions. C'est l'attachement aux émotions, le problème. Ce qui compte dans le zen, c'est de cesser de nourrir l'illusion d'un moi distinct et de permettre aux émotions de surgir et de se dissiper par elles-mêmes, sans jugement ni résistance. Et par cette approche, on apprend à laisser les émotions se manifester sans s'y accrocher et sans les fuir. Et de ce fait-là, le pratiquant peut traverser les turbulences émotionnelles sans en être affecté, en tout cas pas de manière durable, pas de manière permanente. Donc cette approche directe du zen, sans passer par le mental, rejoint la conception de l'éveil comme une prise, une réalisation radicale de la vacuité, de shunyata de toute chose, y compris les émotions. Les émotions n'échappent pas à la vacuité, à shunyata. Les émotions sont vides. Donc les kleshas ne sont pas à détruire, mais à comprendre dans leur nature vide de toute substance propre. Ce ne sont donc pas des ennemis à combattre, mais des manifestations transitoires de l'esprit
comme les pensées, qui se dissipent naturellement lorsque l'on cesse de s'y identifier, lorsque l'on cesse de se les approprier. Le zen enseigne ainsi une nouvelle façon de vivre, où les émotions sont observées mais ne sont pas alimentées. Leur simple présence, ou plutôt la simple présence attentive du pratiquant, ne permet pas aux émotions de demeurer. Si elles demeurent, c'est que le pratiquant a basculé dans l'imaginaire. À ce moment-là, on est ailleurs, mais on n'est pas dans le moment présent. On s'est fait séduire. Beaucoup de techniques, et notamment la sophrologie, cherchent à transformer les émotions négatives en émotions positives. Mais dans le zen, on les observe, ces émotions, sans chercher à les modifier. Le zen est une voie qui dépasse les préoccupations de confort mental et physique, telles qu'on les recherche dans différentes voies, bouddhiques ou sophrologiques, pour aller directement à la racine de l'illusion. On pourrait dire que le zen démarre avec la réalisation, tandis que les autres voies partent de l'illusion vers la réalisation. Juste l'inverse. Ceci dit, rien n'empêche de combiner la pratique du zen et la sophrologie. On pourrait dire que la sophrologie utilise des exercices de relaxation en vue d'une certaine détente, alors que le zen s'immerge directement dans l'action, sans contrôle mental. Par conséquent, si on reste dans la recherche de confort mental et physique, on risque de manquer la véritable dimension du zen. C'est là le seul danger, entre guillemets. La sophrologie peut être un bon outil pour débuter un travail sur soi, mais elle ne remplace pas l'aspect direct de l'approche zen qui va directement à la racine de l'illusion et des kleshas et des bonnos. Le zen vise à comprendre directement la nature de l'esprit et des émotions à travers l'observation sans attachement, alors que la sophrologie cherche à créer un équilibre et un confort mental, ce qui peut être une approche plus orientée vers le bien-être immédiat plutôt que vers l'éveil. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les kleshas.